les femmes portent la moitié du ciel. Ces femmes-là ne peuvent pas être tenues à l'écart de notre révolution. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à les libérer. Mais c'est très compliqué. C'est très difficile. Parce que les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Elles sont doublement dominées. Si vous allez dans mon village et vous dites à une femme, bon écoute, tu as le droit de prendre la parole, toi aussi de donner ton point de vue dans le débat qui se déroule devant les hommes, elle vous dira quel scandale. Non, elle préfère être dans la position de femme soumise, c'est comme ça. Sa mère, sa grand-mère, elle a connu la société de cette façon-là, elle préfère cela. C'est tout un vertige. Elle ne saura où aller si jamais, du jour au lendemain, on lui disait, toi aussi tu as la possibilité. Elles ont peur de la liberté. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire. Que deviendrait le monde avec les femmes libres? Et nous-mêmes, nous les hommes, nous aussi, nous avons peur de cette liberté. Même si théoriquement, et c'est là aussi une des réalités, même si théoriquement nous l'acceptons. Parce qu'une des réalités de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle sait ce qu'il faut faire. Mais elle ne veut pas le faire. Nous savons que la femme doit être libre, mais nous avons peur de cela. Et beaucoup d'hommes disent ici, de manière très amusante, que oui, nous sommes pour la liberté de la femme, mais la liberté de la femme du voisin, pas la liberté de ma femme. Bon. C'est un combat qui se mène, qui s'instaure même dans les foyers. J'avoue, je dois avouer que ce n'est pas très agréable pour tous. Je dois avouer que chacun de nous ressort de ce combat en se disant, mais quand est-ce qu'on va arrêter cette folie? Et si jamais Sankara pouvait prononcer un discours contraire. D'ailleurs, ceux qui le disent ne l'ont jamais demandé à Sankara si lui-même n'est pas d'aventure du bord de ceux qui estiment que ça commence à bien faire. Hein? Bon, mais c'est la réalité. Il faut que les femmes soient libres, il faut qu'elles soient libérées, et progressivement. Mais que ce ne soit pas le folklore, les femmes rassemblées pour applaudir en uniforme, pour acclamer vive ceci et vive cela. Non, ça c'est une autre forme de libération qui ressemble beaucoup plus à la domination et à une organisation massive, mais alors une caporalisation de la femme pour autre chose. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous pourriez alors donner une signification concrète à cette liberté qui souvent a été déformée et mystifiée même en Europe? C'est le droit pour la femme de participer à définir la vie collective avec l'homme. C'est-à-dire que la femme ne doit pas être conçue comme un complément. Quand les hommes ont fini, bon, on laisse à la femme le droit de dire son mot pour les questions subsidiaires. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre que la femme est l'égale de l'homme. C'est très difficile à accepter. J'avoue que c'est très difficile à l'accepter. Mais la femme est réellement l'égale de l'homme et peut faire tout ce que fait l'homme. Même si elle a des possibilités, une sensibilité que l'homme n'a pas, et qu'en retour, l'homme a des possibilités et des sensibilités que la femme n'a pas. C'est très simple. Nous disons que physiquement, la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Intellectuellement, nos femmes l'ont prouvé à l'école, partout, dans les universités. Elles peuvent faire ce que nos hommes ont fait. Elles l'ont fait. Elles ont les mêmes diplômes, etc. La femme voltaïque se lève à 4h30 du matin. Sa journée commence à 4h, 4h30. Et sa journée finit vers les 23h, minuit. À chercher du bois, de l'eau, à faire la cuisine, à laver les enfants, à faire ceci, à nettoyer, à balayer la maison. Bon. Alors, l'homme, pendant ce temps, se repose. Quand la femme va au champ avec l'homme, elle cultive dans le même champ que l'homme. En fait, l'homme, c'est le contremaître. Dans le champ, qui regarde ses femmes, c'est-à-dire ses ouvrières, travailler. Il regarde ses ouvrières travailler. Et à la fin du travail, qui est dû au maître, la femme va encore dans son propre champ à elle, puisqu'elle est généralement femme à côté d'autres coépouses et il lui faut avoir un petit revenu à elle pour pouvoir mieux nourrir ses propres enfants. Alors, c'est donc dire que si physiquement la femme peut le faire, et si l'homme éprouve le besoin d'aller se reposer sous les arbres, à l'ombre des arbres, c'est que la femme physiquement a les capacités. Et nous disons que en haltérophilie, on peut trouver également des femmes qui soulèvent les mêmes quintaux que les hommes. Il suffit de les entraîner dès le départ et surtout de ne pas dire à la femme dès l'enfance qu'elle est inférieure. Voilà, toi, fille, tu es inférieure à ton frère. Or, toute la mentalité chez nous, en Volta, est faite de telle sorte que, parce que vous êtes un garçon, même si vous êtes le dernier des garçons, vous êtes au moins le premier parmi les femmes. Ça, au moins, vous êtes le premier. C'est comme ça. Et cela va jusqu'à des marques physiques
pour que la femme porte sur elle l'empreinte de son infériorité permanente. L'excision, c'est quoi? C'est la traduction aussi d'une certaine volonté de marquer la femme de son infériorité. Et la femme est inférieure à l'homme. On le lui rappellera qu'elle n'a pas le droit d'avoir le plaisir qu'elle veut parce que, bon, et il faut, exactement comme c'est la ceinture de chasteté que d'autres employaient en d'autres temps. On n'a jamais vu de ceinture de chasteté pour les hommes. Pourquoi? Alors, voilà déjà les rapports sociaux entre nous, même voltaïques, des rapports sociaux qui doivent être brisés et transformés. Et ce n'est que si ces rapports sociaux étaient brisés et transformés que nous pourrions faire participer la femme à la lutte contre l'impérialisme qui est un autre problème. Mais nous ne le voulons pas et ce n'est pas facile de l'accepter aussi. De dire à la femme, tu es l'égal de l'homme à côté. Dans notre gouvernement, nous n'avons qu'une femme. Mais nous savons que plus tard, nous aurons plusieurs femmes dans notre gouvernement. Parce que, aussi, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 4 août que instinctivement et automatiquement les femmes sont devenues libres et consciemment libres. Non. Elles sont pour l'instant utopiquement et euphoriquement libres. Mais elles ne le sont pas encore de manière consciente. La preuve, c'est que quand vous appelez une femme, vous dites, bon, écoutez, camarade, vous êtes responsable de ceci et cela à partir d'aujourd'hui. Vous êtes nommé la responsable de tel service. Merci, elle fait un bon discours qui vous dit qu'elle est... Mais elle prend les dossiers, elle file voir son mari, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Ou bien, il y a encore des expressions qui trahissent l'inféodation des femmes, l'inféodation inconsciente des femmes. Lorsque une femme, lorsque je rassemble parfois les femmes, je leur dis, écoutez, vous devriez désigner parmi vous une de vos camarades pour siéger à telle ou telle instance, etc. Nous causons. Elles vont dire, bon, alors, camarade président, donnez-nous le temps d'aller voir. Elles vont réfléchir, elles reviennent. Nous vous proposons une telle. Je dis, ah, vous pensez qu'elle pourra? Ah oui, celle-là, elle parle comme un homme. Ah bon? Ah, mais... Autant pour moi aller chercher directement des hommes. Autant aller chercher des hommes, puisque vous avez trouvé en vous celle qui se rapproche le plus des hommes. Elle parle comme un homme. Alors, camarade, ça ne va pas.